souhaite la bienvenue à tous. On est très heureux donc de vous accueillir chez Marche pour ce webinaire important qui est la sortie du coup de la nouvelle version 24. Il est 10 heures, le salle reste ouverte, donc tout le monde pourra nous rejoindre au fur et à mesure. Et je vous propose qu'on commence sans plus attendre avec l'introduction par Jean-Louis Ercolani, donc fondateur et directeur général de Marche, qui va vous parler de cette nouvelle version. Merci Nathanaël. Bonjour à tous. Voilà, c'est un événement important, hein, toujours une sortie de version de Marche Courrier. Là, c'est une 24, c'est une version. On a bien pris 1 millier de jours pour la travailler. Voilà, nous sommes très très heureux de vous présenter cette version majeure de Marche Courrier. Alors, si tout le monde voit mon écran, passer page suivante. Voilà. Donc on va parler aujourd'hui de 3 grandes fonctionnalités sur cette V24. D'abord Marchi. Marchi, c'est notre petit robot assistant qui va vous aider à faire plein de choses grâce à l'IA. On va avoir aussi une grande démonstration du nouveau parapheur électronique dans Marche Courrier. Et ensuite, on va vous parler de quelque chose qui était très demandé, c'était de l'application mobile. Marche Courrier, c'est toujours la gestion des correspondances, hein, c'est un produit quasiment souverain puisqu'il est utilisé dans énormément de ministères et extrêmement utilisé dans la fonction publique, mais pas que. On a beaucoup de clients du privé maintenant qui s'y mettent pour faire de la gestion de réclamation, de la gestion de courrier, tout type de courrier. Donc vous avez des banques, par exemple, des assurances qui utilisent Marche Courrier. Cette version 24, elle a été élaborée principalement avec l'assistance du ministère de l'Intérieur. Donc quand je parle d'aide, c'est de l'aide financière, bien sûr, puisque ils ont contribué financièrement, mais aussi au travers de groupes de travail. Nous, quand on développe des choses chez Marche, c'est toujours bien entendu pour les clients et avec les clients. Donc il y a eu le ministère de l'Intérieur, la culture, l'agriculture. Voilà, qui sont pour la culture, c'est un ancien client, mais qui a fait une remodernisation de son système de courrier. Et l'agriculture, c'est un nouveau client. La CNAM, assurance maladie, la DGAC, et une contribution spéciale et un remerciement spécial qu'on fera sur la suite à la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise. Donc cette version 24, elle est majeure pour nous parce que pour la première fois, en fait, donc elle intègre l'IA et pour la première fois, je dirais que la gestion du courrier va s'adresser aussi, essentiellement aux agents. Donc oui, la GEC, c'est vrai que ça a souvent été demandé par les décideurs qui veulent pouvoir retrouver leur courrier, que ça soit bien rangé, bien classé, qui veulent pouvoir signer quand il est tard, modifier des courriers, ou voilà, quand il est tard, il n'y a plus personne au bureau, ils sont tout seuls et ils veulent pouvoir retrouver les correspondances. Et c'est vrai que ce travail pour retrouver les correspondances, c'est souvent les agents qui le font, donc le service courrier, les agents rédacteurs, ceux qui rangent les documents. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on s'adressait pas forcément à eux, quoi. Donc on leur donnait beaucoup de travail, mais plutôt à destination des managers. Et là, pour la première fois, en fait, on va vraiment mettre un outil à disposition des agents pour leur permettre d'aller plus vite et faciliter leur travail. Donc vous allez voir Marchi à l'œuvre, c'est assez bluffant, mais il y aura une démo en ligne. Donc on a quand même pensé au manager, hein, bien sûr, avec 2 points très forts, c'est la signature électronique, et donc un parapheur électronique avec une signature électronique certifiée directement dans Marche Courrier, et un système d'accès en mobilité. Donc l'IA, je vais vous en parler un petit peu en diapo parce que c'est vraiment. Attends, Nathanaël, si tu peux couper quelques micros, s'il te plaît. L'IA, voilà, il y a la partie visible de l'iceberg que vous allez voir en démo, et il y a énormément de choses qui ont été faites, hein, en fait, au côté technique pour que ça fonctionne. Alors, je vais en parler un petit peu dans ces diapositives. Donc déjà, Marche Intelligence Électronique, ça va faire 3 choses: synthétiser les courriers, générer des accusés de réception et proposer des réponses. C'est la deuxième et la troisième. Le deuxième, troisième point, c'est ce qui est le plus compliqué puisque
voilà, synthétiser des courriers, c'est assez simple maintenant avec les moteurs LLM. Faire des réponses, c'est pas pareil. Et en plus, c'est un système où vous allez pouvoir dialoguer avec le moteur pour qu'il puisse affiner ses suggestions. Donc c'est beaucoup de travail. Donc on a mis 5 ingés. Là, vous avez juste la partie développeurs qui ont travaillé dessus depuis décembre 2023. Voilà. Et donc c'était une équipe, en fait, une task force spéciale IA avec ces gens-là qui sont chez Marche, du management de la part de Marche, mais aussi de la part de Xeliance, puisque c'est un projet qui est vu dans une vision globale et qui va servir aussi à d'autres prestations de services et d'autres produits au sein du groupe Xeliance. Donc le principe de base, c'est du RAG, Retrieval Augmented Generation. Donc c'est pour ça qu'on a appelé notre moteur, en fait, le moteur qui fait tourner Marchi. C'est un moteur, encore une fois, générique et qui s'appelle RagTime. Alors c'est quoi le RAG? De façon très schématisée, c'est la proposition, en fait, d'éléments de langage et d'éléments de réponse qu'on va faire à un moteur LLM. Donc, en fait, vous allez prendre un moteur LLM, alors tout le monde connaît maintenant, hein, c'est Mistral, c'est ChatGPT, c'est voilà, Llama pour ce qui est de Meta. Donc c'est un système qui a une intelligence relative, assez bluffante en fait, objectivement, et donc il sait écrire, parler français et plein d'autres langages, sauf qu'il n'a pas le contexte. Et en fait, le RAG va consister à lui souffler des réponses. Donc vous allez prendre quelqu'un qui s'exprime correctement, et vous allez avoir comme un assistant parlementaire qui va lui souffler les réponses, qui va lui dire tiens, dis telle et telle chose. Et donc pour lui souffler les réponses, il faut justement se baser sur un contexte. Donc le contexte, ça va être de récupérer tous les courriers que vous avez faits au sein de votre organisation. Et là, je précise uniquement de votre organisation, d'aller les découper en petits morceaux qu'on va vectoriser, et donc on va dire tel courrier va parler un petit peu, voilà, il va y avoir différentes idées dans un courrier, et puis ces différentes idées vont parler de telle et telle chose. Et donc quand on a un courrier entrant et une question, on va pareil le découper en petits morceaux et on va confronter ces petits morceaux aux petits morceaux qu'on connaît. Ça va nous donner en fait des éléments de contexte qu'on va pousser au moteur LLM pour lui dire ça serait bien que tu répondes comme ci et comme ça. Voilà, ça c'est vraiment le truc hyper schématique. Là où ça score, c'est que quand on veut faire fonctionner ça, il faut beaucoup travailler et développer des tonnes de code. Et donc c'est ce qu'a fait l'équipe pendant une grosse période. Voilà, donc bon, je vais passer très rapidement là-dessus parce que ça, c'est très technique, mais voilà tout ce qu'il faut faire en fait pour que ça fonctionne. Alors, il faut savoir que cette infrastructure-là, elle est disponible sur notre SaaS, donc c'est prioritairement, ce sera prioritairement pour les clients SaaS, et donc il y a en fait un accès dès le passage en V24 qui est planifié pour le 10 octobre, donc dans une semaine. Dès cette migration en V24, vous allez pouvoir tous les clients en marche en SaaS vont pouvoir expérimenter Marchi. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir aussi faire de l'IA et du Marchi en on-premise. C'est-à-dire qu'on est capable en fait, de mettre certaines parties de l'intelligence chez vous et d'autres parties chez nous, parce que ça nécessite de gros moyens pour pouvoir faire les réponses. Donc en résumé, vous avez deux grands domaines en fait dans cette IA. Vous avez un domaine de génération, donc qui est exprimé ici. Et le domaine suivant, c'est l'apprentissage, donc c'est toute la partie extraction et apprentissage et indexation. Donc cette partie-là, elle est déjà sécurisée. On va parler un petit peu de sécurité parce que il ne s'agit pas d'aller récupérer des documents RH. Dans d'autres environnements, on peut avoir des problèmes en fait de confidentialité pure. Et donc on peut réfléchir avec vous sur de la pseudonymisation.
Voilà, donc bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc là, vous nous contactez si vous voulez, si vous avez des questions vraiment précises sur la sécurité. Mais en termes de sécurité, on va faire différentes choses. Donc la première chose, c'est qu'au moment de l'indexation de l'apprentissage, il y a un filtrage. C'est-à-dire que le filtrage est paramétrable. Donc ça peut être fait chez vous pour ceux qui sont on-premise. Vous allez dire, OK, je vais apprendre sur ma base documentaire, sauf ce domaine-là, sauf ces types de documents-là, sauf les documents confidentiels, etc., etc. Donc on peut déjà limiter le périmètre documentaire pour l'apprentissage. Et sur la partie générationnelle, vous allez voir qu'à un moment, il va vous dire, tiens, ben, Alors je crois qu'on a une petite interruption. Est-ce que vous nous entendez oui. encore? Ah, voilà, Ah, ça y est, oui, oui. Ah, c'est À, parti. par- à partir du moment où il trouve des bons référents pour répondre, il va utiliser ses courriers. Alors, je ne sais pas ce que vous avez entendu, pas entendu, mais bon, voilà, je disais qu'il y a une partie génération, une partie apprentissage. La partie apprentissage peut être reportée chez vous. On laisse le génératif chez nous parce que là, encore une fois, il y a besoin de grosses machines, il y a besoin d'une belle infra qui est aujourd'hui sur des serveurs Resilience. Mais c'est quand même assez souple comme système et bien entendu sécurisé. Voilà, donc en termes de sécurité, ben, il y a aussi l'implémentation des serveurs, hein. Donc, vous êtes sur des serveurs, une architecture 100% souveraine. À ce stade-là, on utilise toujours les technos de Mistral AI, hein. Donc, on a choisi voilà, d'utiliser le moteur d'IA Mistral qui donne vraiment entière satisfaction, vous allez le voir. Vous allez avoir pour tous les clients SaaS un forfait gratuit qui va vous permettre sur 200 courriers de pouvoir tester le système et jouer un peu avec le système. Donc assez de tokens, hein, en IA on appelle ça des tokens, pour pouvoir générer à peu près voilà, 200 courriers. Et ensuite, effectivement, comme tout ça coûte un peu d'argent quand même, alors ça a coûté pas mal de sous en R&D, en matériel, mais aussi derrière en usage. Et donc, on a aujourd'hui imaginé un système de tarification qui va être à peu près de 1 € le document, le courrier de réponse généré. Donc par rapport au temps que vous passez sur la génération d'un courrier, bon imaginez 1 €, voilà, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Nous, on pense que ça vaut le coup, nos clients aussi. Enfin, les clients pilotes, on dit: «Ben oui, ça nous semble extrêmement raisonnable par rapport au temps qu'on passe à faire un courrier». Il faut savoir qu'avec ces courriers-là, vous allez avoir une forme parfaite, c'est-à-dire que pas de faute d'orthographe, pas de faute de grammaire, que a priori, il va bien cibler les réponses à partir du moment où vous avez déjà fait des réponses correctes en amont, qui va apprendre au fur et à mesure, hein. Vous avez un système de pondération en fait, des référents qu'on va utiliser, qui est basé bien entendu sur la pertinence, mais aussi sur le caractère récent ou pas du courrier. Donc on va avoir tendance à donner de meilleures notes à des courriers récents. Donc vous allez avoir un système qui est vraiment en auto-apprentissage. Voilà. Et puis c'est rapide. Bon, même si voilà, il met un peu à quelques secondes pour réfléchir, parce qu'il faut du temps de réfléchir pour la réflexion, mais il vous fait un courrier complet. Donc, voilà. Ah, ça, c'est à mettre en perspective avec le temps que vous passez aujourd'hui. Alors, on ne va pas s'arrêter là, hein. On travaille bien entendu en parallèle sur des trucs beaucoup plus simples, hein, qui sont du routage automatique, typage automatique, tout ça, c'est beaucoup plus simple que de générer une réponse. On a pensé que vraiment l'objectif des moteurs LLM, bah, c'est la génération et que si on voulait les utiliser à leur meilleur potentiel, bah, c'était de s'attaquer vraiment à la génération de courrier. Donc un grand, grand merci à la communauté urbaine de Grand Paris Seine-et-Oise. Donc Frédéric, si tu nous entends, un grand merci parce que bah, ils nous ont prêté, on va dire, en tout cas autorisé à travailler sur leur fonds documentaire. C'était 40 000 courriers départ qu'on a pu utiliser et il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle du fine tuning pour arriver à faire quelque chose de pertinent et quelque chose qui serve vraiment aux utilisateurs. Donc un grand merci à GPSEO.
Voilà, donc j'ai presque terminé. Je vous parlerai pas du parapheur électronique, pas plus que ça. Sinon, sur le contexte, vous savez qu'il y avait Marche Parapheur. C'était un système de parapheur autonome qu'on avait voulu autonome pour être comme les autres parapheurs du marché. Donc nos confrères hein, de Fast, SRCI, Libriciel qui font de très beaux parapheurs. Donc on a voulu faire aussi un très beau parapheur, il était sympathique, plutôt orienté courrier administratif. Et c'était pas une si bonne idée que ça, qu'on les fait autonomes. Je peux en parler parce que c'était mon idée. Et donc c'était une mauvaise idée, voilà. Pourquoi? Parce que finalement, on s'en est servi que pour faire du paraph depuis marche courrier. Voilà, donc c'était pas une bonne idée, vu qu'on est tombé dans tous les problèmes qu'on avait avec les autres parapheurs, c'est-à-dire le fait d'utiliser un outil externe comme ça. Eh ben, si on n'utilise pas tout le champ des API, à condition que les API existent, ce qui n'est pas partout vrai, eh bien, vous avez des limitations. Et donc on s'est dit, ben, en fait, c'était une mauvaise idée, actons-la et rapatrions tout ça dans Marche Courrier. Donc maintenant, vous avez un parapheur totalement intégré à Marche Courrier qui fait plein de choses et qui est dans l'infrastructure Marche Courrier. Donc il va vous permettre de modifier jusqu'à la dernière minute avant signature le document et d'être dans un parcours hyper fluide. Voilà. Donc ça ne vous empêche pas d'utiliser vos parapheurs actuels, hein, donc voilà, ça cohabite, mais vous verrez que c'est le parcours le plus fluide et le plus naturel pour aller jusqu'à la signature sur un courrier que vous avez généré avec Marchi dans Marche Courrier. Voilà, c'est ça l'objectif. Et troisième point, la mobilité. Alors ça fait bien longtemps qu'on pense à monter une appli mobile. Ça fait bien longtemps qu'on nous le demande. Le responsive design, ça fonctionne jusqu'aux tablettes, mais sur un téléphone, voilà, l'interface marche courrier est vraiment pas du tout faite pour un téléphone. Donc il fallait, le mieux c'était de monter une appli mobile. Il fallait trouver surtout le bon dispositif, la bonne façon de le faire, parce que aujourd'hui, nos équipes de développeurs ne sont pas spécialisées dans les développements sur mobile. Donc ça va supposer quand on veut faire, voilà, quand on veut monter une application comme ça, c'est pas juste prendre quelqu'un et puis dire tiens tu vas faire une appli mobile. Il faut monter toute une équipe pour la suivre dans le temps. On aurait pu aussi faire appel à de l'offshore pour dire tiens, prendre une boîte à l'étranger, dire tiens, développe-nous une appli mobile, mais ça supposait d'abord qu'on fasse de l'offshore et ça, c'est pas trop la tendance chez Marche, en tout cas, jusqu'à maintenant, on n'en a jamais fait, donc on veut continuer comme ça. Et que d'autre part, ça va supposer un problème de maintenance dans le temps. Et donc là, il y a eu cette opportunité d'un ancien collègue Marche, donc un marchien de longue date, qui nous a quittés pour monter sa société et qui s'est dit ben moi voilà, je vais la faire moi l'application mobile. Donc il a une petite structure aussi et il s'est lancé là-dedans et donc on est en partenariat avec lui. On l'a aidé à faire cette appli mobile. Et donc là, on a quelque chose de suivi dans le temps sur une équipe et qui nous permet d'avoir cette application en mobilité qui va nous donner tout plein d'opportunités, hein. Enfin, les choses qu'on ne peut pas faire sur une interface marche standard, finalement, on peut les faire sur mobile. Donc là, je pense à de la notification directement sur mobile quand il y a à l'unité, enfin, s'il se passe un truc sur un document. Aujourd'hui, on n'est pas capable dans Marche Courrier de notifier un document en particulier sur tous ces événements. Donc là, ça sera possible dans le temps. Et puis voilà, si on va plus loin, pourquoi pas signer avec le pouce un document. Donc ça donne pas mal d'opportunités, cette appli mobile. Donc c'est quelque chose qui va continuer à être développé et que Henri, hein, puisque c'est Henri Queneau qui l'a développé, va nous montrer aujourd'hui. Voilà, bah, il est temps que je me taise et que je laisse la parole à mes collègues pour une démo qui va être, j'espère, la plus démonstrative, hein, puisque c'est l'objectif possible. Merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Jean-Louis. On va passer donc du coup maintenant directement dans les choses concrètes et vous montrer l'application avec un de ses principaux artisans, Emmanuel Dillard, notre CPO. Tout le monde. Bonjour, donc comme vous le disiez Jean-Louis, on va commencer par Marchi, l'assistant à la rédaction de courrier.
Et pour cela, je vais me connecter avec un utilisateur ici du service juridique de l'entité sélectionnée. Le principe, c'est que vous avez un privilège attaché au groupe auquel appartient l'utilisateur de pouvoir interagir avec l'IA, ce qui permet de désigner des groupes comme ayant accès à la fonctionnalité et de ne pas le déployer sur l'ensemble des groupes fonctionnels. Ici, le principe est d'avoir accès à cette interaction dans le cadre du traitement et de l'instruction des courriers. Donc là, ici, j'ai 3 courriers dans une bannette. Je vais m'intéresser à la première demande, ici, à traiter de façon urgente. Qu'est-ce qu'on voit de nouveau sur cette interface? Vous l'avez déjà presque entreaperçu. C'est un petit logo, une petite icône en bas à droite que je peux déplacer si elle masque des éléments du courrier. Cette petite icône va me permettre, ici en fiche de traitement, je suis en instruction, de demander, d'interroger Marchi sur les éléments présents dans le courrier. D'accord? Alors, on voit qu'on va avoir une intégration. Alors là, le simple fait de cliquer ici, puisque j'en ai besoin, je fais appel à l'assistant, ce qui va provoquer l'ouverture d'un volet totalement intégré, tout en me maintenant à l'écran, en gardant à l'écran le courrier arrivé, donc le courrier objet d'une demande entrante à nos services. Ici, ce volet présente plusieurs caractéristiques, des prompts, ce qu'on appelle des demandes pré-enregistrées, c'est-à-dire celles dont on pense qu'elles sont le plus utiles et qu'elles seront demandées le plus souvent pour un courrier. Donc, ici, on a un premier raccourci qui consiste à demander un résumé du courrier, qui peut faire plusieurs pages. On a une seconde fonctionnalité ici préprogrammée, mise à disposition de l'utilisateur, c'est la rédaction d'un accusé de réception. Donc, j'ai bien reçu votre demande concernant tel objet. Nous y répondrons dans les délais les plus rapides. Et enfin, la troisième partie, c'est la réponse. Donc, pour rédiger une réponse au courrier en s'inspirant d'un contexte de réponse déjà faite pour le même type de courrier dans l'organisation. Donc ça, c'est lié à l'apprentissage du moteur. Donc je vous propose, alors si pour finir, en bas, on a une zone d'interaction dans laquelle je peux demander à l'assistant des comportements, une réponse différente ou d'autres types de questions, ce qu'on verra aussi. Donc par exemple, ici, on va demander simplement le résumé du courrier. Voilà. Donc, par rapport au contenu du courrier, ici, c'est une demande d'exonération pour une taxe d'enlèvement des ordures ménagères. L'assistant, là, Marchi, va me proposer un court résumé du contenu du courrier que je n'ai pas forcément, que j'ai lu peut-être en diagonale. Donc, c'est un court résumé. Vous voyez à chaque fois qu'il y a une interaction avec l'assistant, vous avez la question posée émanant de l'utilisateur et vous avez la réponse avec une petite iconique qui reprend les personas, une petite iconique sur Marchi pour lire la réponse. Tout ça dans un fil qui est conservé lorsque mon volet est ouvert. Une petite icône que vous avez au-dessus intéressante, ici, c'est une icône qui va permettre de copier la réponse de l'assistant dans le presse-papier de l'ordinateur pour être réutilisé, collé dans des documents bureautiques, enfin tout type de contenu, si j'ai besoin d'utiliser le contenu à d'autres fins. Après le résumé, ce qui peut être intéressant, c'est un court accusé de réception par rapport au courrier entrant, de demander à Marchi d'accuser réception, qui va me permettre de l'utiliser soit dans un projet de réponse, soit dans un email, soit dans tout élément me permettant d'adresser le fait que j'ai bien reçu le courrier, reprenant les éléments, puisque ici on a bien
une demande d'exonération qui était l'objet du courrier, reprise dans l'accusé de réception. On retrouve ici sur cette interface, à chaque fois que Marchi répond, comme je vous le disais, la possibilité de copier le contenu de la réponse. Alors, je pourrais le faire aussi à la main, et c'est un raccourci. Enfin, la partie pour laquelle on sollicite le moteur, c'est la partie qui va consister à répondre à la demande, à proposer une réponse, puisque Marchi n'envoie rien tout seul, il propose, il suggère une réponse en fonction du contexte. Et en fonction du contexte des éléments déjà répondus, déjà renvoyés par l'organisation. Alors ici, par exemple, on voit, le temps qu'il construise sa réponse, on voit ici que Marchi nous dit, nous signale plusieurs courriers qui ont été traités avec des objets similaires. Donc, concernant la demande, ici, sur cette demande d'exonération, il a trouvé dans son référentiel des courriers qui répondaient à des éléments, des projets de réponse, enfin tout ce qui est similaire à la demande entrante. Donc là, on voit qu'il est en cours de rédaction. Et ce qu'on va voir, c'est que c'est très précis. C'est pas juste, c'est pas un accusé de réception. Il s'inspire de documents et de décisions qui ont été prises. Il s'inspire ici de réponses qui ont déjà été faites en insistant sur le fait que là, cette demande ne peut aboutir, c'est-à-dire c'est une issue défavorable. La demande ne peut recevoir une issue favorable. Voilà. Okay. Par rapport à ce qui était déjà répondu. Ici, je vais lui demander, au contraire, d'accorder exceptionnellement l'exonération demandée et en lui demandant de s'appuyer sur des éléments juridiques pour étayer cette réponse. Donc pour ça, alors j'ai mis un petit raccourci au lieu de retaper à la main, je lui demande de faire une réponse positive. Donc là, je suis dans la zone d'interaction. Une réponse positive, cette fois-ci, avec lui demander aussi de détailler dans le cadre dans lequel se fait cette réponse positive, donc liée à des articles. Donc la zone d'interaction, je viens de lui demander de modifier sa réponse pour cette fois-ci accorder la taxe. Donc on va voir qu'il me rédige conformément à mes instructions le courrier de réponse intégrant mes demandes. Là, on laisse rédiger. Alors que, comme un peu tout ce qu'on voit dans les autres moteurs, la réponse est poussée au moment où elle est rédigée dans le volet d'interaction. C'est plus fluide pour l'utilisateur. Donc, on voit bien, qu'est-ce qu'on voit sur cette réponse? On voit que le moteur répond avec le fait nous avons le plaisir de vous informer que votre demande a été examinée favorablement. Donc là, c'est une réponse positive par rapport à la réponse de départ. Et comme on lui demandait dans notre réponse de détailler, en fait, d'argumenter juridiquement cette issue favorable, il a rajouté tous ces paragraphes concernant l'article qui nous permet de donner une issue favorable à la demande reçue. Donc, vous voyez, on a interagi. Si on va plus loin, donc là, je peux lui demander, alors les possibilités d'interaction peuvent concerner l'issue favorable ou défavorable, peuvent concerner aussi le ton. Le ton, sur un ton plus ferme, sur un ton différent. Je peux moduler en fait la rédaction avec des tons. Je peux moduler aussi le contenu, c'est-à-dire la taille de la réponse, en demandant des choses plus concises ou des choses plus détaillées. Ici, on voit que j'ai en plus demandé le détail d'un article à ajouter à ma réponse. Et enfin, si on va plus loin dans l'interaction, on va pouvoir demander, ça c'est assez classique,
on va pouvoir demander, par exemple, une traduction à la volée. Alors, si je lui dis ici de traduire ce qu'il vient de me proposer à la rédaction en allemand, ou en n'importe quelle autre langue, j'ai pris de l'allemand. Alors là, il m'a traduit en allemand. Petits aléas du direct. Oui. Pareil, des mots, il n'y a pas une petite anomalie. Ah, il fallait lui demander de répondre en allemand. Bon, après, ça, dans les collectivités, vous n'avez pas besoin normalement de répondre autrement qu'en français. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est le caractère contextuel, hein. Donc là, il vous a cité un conseil communautaire, d'abord le premier, hein, qui a dit, bah, tiens, par décision déjà du conseil communautaire, il n'y avait aucune exemption de TOM. Ensuite, on lui dit, ah oui, non, mais ok, il y a eu cette décision, mais on a fait un autre conseil communautaire avec une décision exceptionnelle pour l'éditeur Marche. Donc, il vous le redit. Donc, tout ça, il n'a pas, la première délibération du conseil communautaire, en fait, il n'a pas inventé, il est allé la chercher dans les courriers que vous avez déjà rédigés. Voilà, c'est ça qui est vraiment important. C'est qu'à partir du moment où on a les premiers courriers qui refusent les TOM, les exemptions de TOM, hop, derrière ça enchaîne. Alors c'est valable pour tout, hein, ça, on l'a testé sur pas mal de cas, comme des demandes d'ouverture de créneaux pour des piscines, des demandes de logement, voilà, donc différents cas et ça répond, de façon plutôt pertinente. Alors, c'est bien que de la proposition, c'est absolument, sans danger, c'est-à-dire que alors vous avez des censeurs, hein, voilà, si, Emmanuel, si tu lui demandes de faire une réponse injurieuse à la société Marche, il va vous dire qu'il y a d'autres façons de régler les problèmes. Mais ça, c'est grâce aux censeurs, qui sont en entrée, en sortie, pour éviter justement de tomber dans des trucs, un peu bizarroïdes et qui vont se retrouver sur internet. Voilà, donc mais sinon c'est sans danger, c'est-à-dire il fait une proposition, il essaye de vous aider au mieux, c'est vous qui avez le dernier mot, bien entendu. Alors, comme on disait, c'est toute cette partie de données, là, c'est des bases qui sont indexées, c'est en local, hein. Et quand tu parlais de Mistral AI, il va pouvoir étendre sur d'autres demandes ou d'autres sujets des réponses beaucoup plus génériques qui ne sont pas liées forcément à un contexte. On peut faire d'autres demandes propres à ce qu'on trouve aujourd'hui comme capacité sur ces moteurs d'interaction. Je pense que sur ces questions d'IA, on pourra avoir aussi une conversation et Frédéric et Jennipa de GPSEO est avec nous aujourd'hui, puis ça pourrait être intéressant, je pense aussi d'en parler parce qu'évidemment, il y a des aspects techniques de l'IA qui sont une chose importante et qui sont notre partie, mais il y a aussi ces enjeux éthiques et ces enjeux fonctionnels de comment on amène l'IA dans des équipes et comment on peut l'introduire, qui, je pense, soulève beaucoup de questions et d'interrogations et on pourra vous parler des expérimentations en cours GPSEO ou des projets qui sont ailleurs. Voilà. Alors, un petit point d'interrogation que je n'ai pas montré, c'est une petite assistance qui est accessible via le bouton d'information qui explique un petit peu comment interagit cette IA, comment interagit Marchi et quelques conseils pour l'utilisation et pour les demandes, hein, le style des demandes à faire ou les possibilités qu'on a à interagir avec lui, qui est toujours disponible sous la main pour des utilisateurs qui ne seraient pas forcément familiers avec ces interactions. Puisque plus on est précis, hein, plus l'interaction est pertinente. Si on est trop flou, hein, c'est comme tout, la réponse sera aussi vague. Voilà. Il y a très clairement un sujet de formation en réalité aussi à ces outils, qui sont des formations un peu différentes parce que vous voyez techniquement dans l'application c'est assez intuitif, mais effectivement la formation au prompt, la formation d'interaction avec les IA, la compréhension aussi de comment ça fonctionne et de quel degré de confiance on peut accorder sur quelle thématique et comment on le fait. Et aussi voilà, donc nous on essaie de penser, on a essayé en termes d'intégration de penser des projets globaux, de vous donner accès à ces technologies, mais aussi de pouvoir vous accompagner dans la transformation et la conduite du changement que ça implique, et notamment
avec une formation construite un peu sur mesure, de vulgarisation d'IA, parce que je pense qu'il faut comprendre une grande mécanique, et puis après d'usage de l'outil, et surtout voilà, de qu'est-ce qu'on peut faire, comment modifier les choses. Mais il y a ces enjeux-là qui sont, je pense, très forts et sur lesquels ça a été tout l'intérêt de travailler avec Frédéric et avec des équipes sur le terrain, que de pouvoir aussi justement penser à ces aspects-là. Cet élément d'information là dont tu parles, ce petit warning, c'est une idée de Frédéric. On t'en rend César, ces lauriers-là, voilà, d'essayer vraiment de construire quelque chose opérationnel et pas une IA, voilà, une grande IA générale dont on parle beaucoup à la télévision, mais d'une vraie IA concrète qui sert du coup dans le quotidien des choses et qui, premier retour, semble être un moyen quand même très efficace de gagner du temps. Donc, comme je vous le disais, là, pour terminer sur cette démonstration, je lui ai fait faire un petit quelque chose à la fin, c'est de rédiger 3 haïkus rapides sur Marche Courrier et l'IA. Donc, il a fait, voilà, il a répondu à ma demande là-dessus. Hein. Mais là, je sors un peu du contexte de réponse, mais c'est pour vous montrer les interactions possibles, outre les langues, outre la forme aussi de réponse, enfin, tout ce qui peut être interagi avec l'IA. Comme je vous le montrais, le fil de discussion que j'ai ouvert au départ, hein, en lui demandant un résumé des courriers, est toujours accessible. Et donc, le contenu répondu par l'IA va pouvoir être utilisé ou affiné en fonction de mes besoins. Dernière interface, c'est un volet. Hein. On voit que le volet est fortement intégré aux interfaces du courrier, puisqu'il pilote Marche Courrier aussi en lui demandant, pour plus de lisibilité, d'afficher le document principal et de fermer les volets de navigation. Si je ferme maintenant l'assistance, donc j'arrête mon interaction, je retrouve mes raccourcis, mes onglets, toute mon interface habituelle de traitement du courrier, en gardant toujours sous la main la possibilité de refaire appel à Marchi, au petit robot. Voilà. Donc je le rappelle, hein, en résumé, c'est accessible si le module est présent, c'est accessible par des groupes qui ont ce privilège d'interaction. Donc ça, c'est l'administrateur fonctionnel qui va l'activer ou pas pour certains groupes. Et ensuite, c'est laissé à l'appréciation de l'utilisateur, à sa main, pour interagir et lui proposer des contenus pertinents sur les courriers entrants dans l'organisation pour pouvoir s'inspirer de ça dans les réponses mail. Après, peu importe la suite, hein, projet de réponse, donc document, email sortant. Enfin, bon, on va trouver tout un tas d'utilisations sur cette aide à la rédaction du courrier. Donc voilà, première innovation de cette version 24, l'intelligence artificielle que vous allez pouvoir tester. On parlera d'intégration juste après. Je vous propose que pour tenir nos délais, nous passions du coup au sujet suivant. Et donc je vais donner un peu de mou à Emmanuel pour qu'il puisse du coup afficher les écrans. Et là, on va parler de parapheur électronique, d'une évolution. Donc je t'en prie, dès que tu es prêt, je te laisse la main. Et encore une fois, ça, je pense que ça, c'est un des enjeux aussi importants de la méthode de travail, c'est d'avoir travaillé avec des équipes, alors plutôt dans la fonction publique d'État, d'avoir travaillé avec des équipes sur le terrain pour essayer de construire quelque chose qui sorte qui monte du terrain et qui ne sorte pas de nos esprits tourmentés de développeurs et d'intégrateurs. Emmanuel, je te laisse la parole et je te laisse ta démonstration. Merci. Donc, on va voir ici la deuxième grande fonctionnalité implémentée dans la version 24 de Marche Courrier. C'est un parapheur électronique supportant, comme son nom l'indique, la signature électronique de façon totalement fluide et intégrée nativement à l'application. Alors, je vais commencer rapidement pour envoyer, parce que dans d'autres versions, on a un peu modifié, par exemple, on a étendu l'assistance pour l'utilisateur à voir vraiment ce qui est envoyé dans un circuit, donc je vais le faire très rapidement. Là, je vais utiliser un agent qui va ouvrir un courrier sur lequel il y a déjà des pièces, des projets de réponse. Là, c'est juste pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous êtes peut-être nombreux, dans le cadre du parapheur interne. La nouvelle modale d'envoi au parapheur qui présente maintenant, qui est étendue au parapheur interne de Marche Courrier, qui présente rapidement sous les yeux les circuits, ça on a l'habitude, mais les pièces, les miniatures, la possibilité de les éditer à la volée, la possibilité d'en rajouter
à partir de ces interfaces, la possibilité de filtrer rapidement les documents qui sont intégrés au parapheur. Ici, je lui demande uniquement, montre-moi uniquement les documents qui exigent un visa, une signature, ou montre-moi uniquement tout ce qui est annexe pour la prise de décision, de validation ou de refus. Donc ça, c'était juste le petit aparté pour montrer que dans le cadre du parapheur interne, on a étendu ces interfaces très pratiques qui permettent de contrôler visuellement vraiment ce qui est transmis au parapheur, et même plus que contrôler, puisque je vais me permettre d'en ajouter à la volée et de bien vérifier tout ce qui part. Donc là, j'ai un circuit de visa de position transmis au parapheur. Première étape, on va viser. Donc on va simplement être le premier maillon d'un circuit de visa, ici avec Martin Manfred, qui dispose d'un parapheur électronique et dans lequel il a un rôle viseur. Alors pour l'instant, très très classique, la bannette, les éléments dans la bannette, ça c'est du connu. Maintenant, je vais ouvrir mon parapheur électronique sur les nouvelles interfaces de visa. Alors, on est quand même en terrain connu, puisque de toute façon, il n'y a pas des milliers de solutions pour présenter un parapheur. On a sur la partie gauche tout ce qui est entrant, le document, le courrier, la demande, et évidemment sur la partie droite, les pièces sur lesquelles on me demande une action. Ici, Martin Manfred, c'est l'action de visée. Enfin, ça, c'est automatiquement, ça s'adapte automatiquement. Et donc, on va pouvoir naviguer. Vous aviez une annexe tout à l'heure. Donc, on voit que sur la partie gauche, j'ai le document, la demande initiale, et j'ai aussi l'annexe que l'agent a mis à l'appui de ma décision de viser, de renvoyer, de commenter, de ne pas être d'accord avec cette option. Donc, tout est pensé pour être rapide d'accès en un simple clic. Idem pour si j'avais plusieurs pièces sur lesquelles je devais me prononcer par rapport à un courrier, une ou plusieurs pièces sur lesquelles je dois. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On est dans un rôle viseur, donc je vais m'apesantir sur le rôle signataire. Ce sera plus là, je vise rapidement. Donc le viseur, on trouve en bas à droite les actions. Les actions possibles dans mon parapheur regroupées en deux icônes, deux thématiques qui sont le pouce levé sur un fond vert, le pouce baissé sur un fond rouge, qui symbolisent les actions qui vont poursuivre le circuit, les actions d'accord, en disant je suis d'accord avec ces éléments-là, je donne mon visa, ou je ne suis pas d'accord avec ces éléments-là, je refuse mon visa. Et donc, à ce moment-là, sur Marche Courrier, vous disposez d'actions qui peuvent retourner sur un membre du circuit antérieur ou renvoyer aux attributaires, renvoyer à l'utilisateur pour lui dire cette réponse ne me convient pas du tout. On vous parlait d'un mode d'édition. Donc, le mode d'édition, je vais pouvoir ici en tant que viseur, c'est toujours lié à des privilèges, bien sûr, sur Marche Courrier, ici, lui demander d'éditer. Donc là, j'ai repéré des coquilles, des éléments qui sont corrigés. Donc je vais pouvoir ici, là je suis en édition intégrée avec OnlyOffice, ce serait pareil avec d'autres éditeurs intégrés, je vais pouvoir modifier, corriger une coquille, rajouter une note, rajouter différents éléments pour éviter de retourner en instruction et de revenir. Voilà, je vais pouvoir le modifier ici directement. Interface connue, là, pour ceux qui éditent. Alors, je ne sauvegarde pas. Voilà, on trouve d'autres outils. Je vais ici, donc, viser l'action qu'on me propose ici, qui a été paramétrée par un administrateur fonctionnel, c'est de viser, ou simplement de refuser le visa. Ici, je vais être très basique. Donc, je n'ai pas besoin de... Voilà, visuellement, je vois tout de suite, normalement, où sont les actions. Donc, ici, je vais simplement viser.
Donc ici, autre principe qui a guidé l'ensemble des travaux de refonte UI, les courriers sont très riches, les interactions sont très riches, c'est donc d'afficher pour les utilisateurs, ces profils d'utilisateurs, le moins d'informations possible. Alors, il y a toujours trop d'informations, mais là, on a simplifié ces interfaces de transmission, puisque sans concession sur les fonctionnalités. Donc ici, par exemple, cette modale qui est très courte, en disant je vais transmettre ce courrier à Patricia Petit, qui est dans le circuit qui est la suivante, je vais pouvoir quand même ici, si je le souhaite, mettre une annotation. C'est l'habitude, renseigner une annotation. Mais pour ne pas polluer l'espace, elle est masquée, elle se déroule simplement. Idem pour le circuit de visa. Je vais transmettre à Patricia Petit, mais rappelle-moi le circuit de visa concerné dans ce courrier. Je le vois. D'accord? En première intention, c'est je valide. Voilà. Donc je passe aux éléments au courrier suivant. Ici, un autre courrier. Je vais m'intéresser maintenant au rôle, puisqu'on voit que j'utilisais un rôle de signataire pour Patricia Petit. Je vais m'intéresser à profil de Patricia Petit, donc pour aller signer cette fois-ci, puisque je suis dans ce rôle-là dans les circuits. Voilà. Donc, il y a Patricia Petit, ici, pour la démonstration, dispose des parapheurs électroniques dans lequel il y a un peu plus de contenu, dont le dernier, évidemment, transmis. Ce qui va être intéressant, ça, c'est un fonctionnement standard, c'est-à-dire que je vais pouvoir demander ici à Marche Courrier de me montrer les très urgents. Voilà, on va prendre... Voilà, je peux filtrer et les filtres me seront les courriers qui ont été filtrés dans la bannette, c'est ceux qui seront proposés dans les parapheurs. Ce qui me permet de faire une sélection de courriers très urgents, etc. Donc ici, on va prendre les urgents. Il n'y en a qu'un. On va prendre les normaux, ce sera plus parlant. Voilà, on a 6 résultats. Je vais ouvrir mon parapheur avec un courrier sur lequel je vais être positionné à l'ouverture, ici. Donc je retrouve l'interface, puisque l'interface viseur et l'interface signataire, on retrouve les mêmes choses. La différence va être dans les actions disponibles par rapport à mon rôle dans un circuit, par rapport à ma position. On va s'intéresser là à la navigation, qui va me permettre de naviguer dans mes parapheurs à l'aide de différentes interfaces. Donc, si on prête attention un petit peu à ce qui se passe en haut à droite, on va me permettre rapidement, puisque là j'étais sur un élément que j'ai choisi, de passer aux éléments suivants, de faire défiler l'ensemble des courriers qui me sont soumis rapidement. Alors là, j'arrive au bout, je peux revenir, etc., en les passant un par un. Un autre mode de navigation aussi très pratique va être la possibilité d'ouvrir au moyen d'un volet qui vient se superposer l'ensemble des éléments des courriers qui me sont soumis et de naviguer très rapidement par simple clic sur l'élément choisi. Vous voyez que le volet ne se ferme pas puisqu'il me permet aussi bien d'effectuer les actions avec ce volet ouvert ou de naviguer rapidement sur les courriers tout le temps. Évidemment, je peux le replier là-dedans. L'ensemble des informations aussi du courrier en disant, moi, j'ai besoin pour mon usage de vérifier certaines informations liées au courrier avant de me prononcer sur la signature. Donc là, vous avez accès, enfin le viseur et le signataire, les ensembles des utilisateurs disposant d'un parapheur, à la vue du courrier telle qu'on la retrouve dans les interfaces, avec les mêmes interfaces, en fiches détaillées ou fiches de traitement, un certain nombre d'interfaces qui vont permettre de naviguer, de vérifier les annotations, d'annoter, de m'en servir comme si j'étais dans une fiche détaillée du courrier ou sur la fiche du courrier. Donc j'ai accès à l'ensemble de ces informations et en pouvant interagir avec l'ensemble de ces attributs, le contexte du courrier, l'historique, enfin voilà, l'ensemble des éléments que tout le monde connaît bien ici
Marche Courrier. Revenir aux pièces mises en annexe, donc à la fois demande initiale et puis pièce annexe. C'est simplement par clic sur un onglet. Autre fonctionnalité de navigation, avant de passer à la signature proprement dit, à la manipulation de ma signature, c'est ici la partie, alors on a quelques petits raccourcis ici qu'on retrouvait dans les parapheurs qui sont classiques, c'est quelques informations sur les documents. La possibilité toujours de modifier, ça c'est lié à un privilège, on l'a vu avec le viseur. Ça va être la possibilité de sélectionner un certain nombre d'éléments pour effectuer une action. Alors, ce qu'on appelle, c'est une action groupée ou une action de masse. C'est-à-dire, je vais faire la même action sur un ensemble de courriers sélectionnés. Alors, pour sélectionner, on a deux façons de faire. C'est un peu comme l'équivalent, si on prenait un site de commerce, du panier. Je mets cet élément dans mon panier. Après, mon panier, je ne suis pas obligé de commander, je peux faire ce que je veux, mais je le mets de côté, cet élément. Donc, quand j'ai un parapheur. Ici, je suis sur un courrier. Je vais cliquer aussi en haut à droite, c'est-à-dire je mets cet élément dans mon panier. C'est-à-dire c'est une sélection ad hoc de l'utilisateur sur un élément. Je la retrouve dans ma navigation, mais je peux le faire à partir aussi de ce volet. Ici, je sélectionne celui-là. Je ne suis pas obligé de l'afficher à l'écran pour pouvoir le sélectionner. Et je vais en prendre un autre. Et ici, à partir de ce moment-là, on voit que les interfaces de sélection qui résument le nombre d'éléments présents dans la sélection, ici 3, s'affichent en haut et c'est mis à jour en direct dans les interfaces. Ça va m'indiquer quoi? Ça va m'indiquer que si je fais une action via les boutons mis à ma disposition sur le courrier que je vois, va impacter l'ensemble de la sélection. Alors, on va me le rappeler. Ici, par exemple, je vais, avant de faire l'action, on va le voir en dernier, l'action, on va d'abord voir la manipulation. Donc là, j'ai un courrier, un projet de réponse qui m'est soumis, et je vais pouvoir accéder à mon portfolio de griffes. Alors, on avait vu que par défaut, ici, en bas, j'ai une griffe par défaut qui est sélectionnée, qui est des dispositions. Si je positionne ma griffe, il suffit simplement de cliquer sur l'imagette présentée en bas et de placer, ou si elle était bien, de modifier le placement, éventuellement la résolution, la taille. C'est pas après, avec des dégradations de la résolution, puisque je m'arrange pour que ça soit propre, mais c'est possible, à partir de cette manipulation, de modifier ici rapidement la résolution, ça va impacter la résolution. Donc le placement se fait simplement par le fait de déposer sa griffe à l'endroit souhaité, à l'endroit qui a été le plus adapté à ma position. J'ai 3 courriers, je suis dans des scénarios de signature électronique. Donc si je fais l'action ici, je vais demander par cette action de signer. Donc là, je sais que j'ai 2 éléments sélectionnés, dont un sur lequel j'ai mis ma griffe. Donc là, je vais effectuer l'action de signer. Le logiciel, au moment de faire cette action, me rappelle simplement me propose ici, donc la nouveauté, c'est d'utiliser mon certificat électronique, mon dispositif me permettant de signer électroniquement, qui est débrayable. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de l'utiliser. Je ne peux simplement que de faire de la griffe simple, mais par défaut, c'est coché, puisque l'intention, c'était de signer électroniquement. Il me signale en dessous, par rapport aux documents qui sont soumis au parapheur, le fait qu'un document ne possède pas de griffe. Alors, ça ne l'empêche pas de mettre une signature, un certificat électronique. On n'est pas lié entre le visuel griffe et le certificat apposé sur le document. C'est pour ça qu'il me signale simplement que je n'ai pas mis de griffe, mais ça ne l'empêchera pas d'apposer des certificats et de signer les documents. C'est le principe. D'accord ? Alors, on va procéder à la signature. Là, je vais me mettre ici
on va prendre celle-là, on va enlever, voilà, on va se concentrer sur celle-là, j'y suis déjà. Voilà, là, je n'ai plus qu'un document dans mon panier virtuel, enfin dans ma sélection ad hoc, sur lequel je vais apposer. Donc là, j'ai une griffe et je n'ai pas de message auquel prêter attention particulier. Euh, on retrouve la modale que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire je veux vérifier le circuit même s'il était affiché lorsque je n'ai pas de document principal, et la possibilité d'annoter toujours en dépliant. Et là, je vais apposer un certificat électronique. Alors, on utilise sur la partie client un logiciel open source qui s'appelle Fortify, qui est déployé sur le post client. Donc là, je ne vais pas mettre de clé pour la démonstration. J'ai un ensemble de certificats de test qu'on appelle auto-signés, enfin des certificats qui sont là, que j'ai sur mon poste. Je valide. Voilà. Donc là, l'applicatif client va me présenter les certificats disponibles sur le poste. Donc si ces certificats étaient sur un support qui se branche en USB ou qui se met dans un lecteur de carte, il m'aurait présenté les certificats accessibles à ce moment-là. Voilà. Si le certificat que j'utilise nécessite un code PIN d'authentification, à ce moment-là, le relais est pris par le pilote du certificat qui va me demander mon code PIN. Ici, j'utilise pour la démonstration des certificats un peu auto-signés qui sont pas, voilà, et qui ne demandent pas de code PIN particulier. Hein. Donc ça, c'est se référer au matériel ou au dispositif prévu pour la signature. Je peux aussi insérer le certificat en disant « Oups, j'ai oublié d'insérer ma clé USB, ma clé n'est pas présente, je ne vois pas mon certificat, j'insère ma clé, ça va se rafraîchir automatiquement dans cette fenêtre. » Je peux avoir plusieurs types de certificats à ma disposition. Donc ici, je vais utiliser celui-là, voilà, pour effectuer la signature. La signature a été faite, les certificats le certificat est apposé sur le document, le workflow a continué, le parapheur est positionné sur le courrier suivant sur lequel je dois faire une action où je peux passer. Avant de fermer cette partie parapheur, on voit qu'on a des interfaces ici qui sont très pratiques pour manipuler en fait des courriers. Alors on va prendre un courrier qui est un petit peu plus je ne vais pas. Non, c'est pas grave, simplement. Projet de réponse. Ici, on va pouvoir contrôler. Alors, si vous voyez qu'il y a un zoom adaptatif, c'est-à-dire qu'on s'adapte par rapport à la résolution de mon écran et à la zone pour avoir la meilleure lecture possible. Si jamais j'avais besoin d'en voir plus ou d'aller plus loin, je pourrais contrôler complètement les zooms ou passer directement. Alors, j'ai plein de choses en double page et en plein écran. Donc là, si j'ai vraiment des difficultés où j'ai besoin de les lire correctement un document, je peux vraiment avoir cette possibilité d'interagir, de me déplacer simplement sur le document. Voilà, donc il y a plein d'options qui permettent le contrôle visuel, double page, la partie aussi navigation directement sur les pages. Imaginez un contrat qui fasse 80 pages. Je pourrais naviguer simplement en imagette directement à la page qui m'intéresse ou simplement en indiquant le numéro de page. Voilà. Donc ça, c'est les possibilités de navigation et de zoom qui sont à ma disposition dans cet écran. Le sort du courrier. Donc une fois qu'on retrouve le paramétrage des processus de traitement tels qu'on peut les mettre à disposition. Donc le courrier va retourner une fois signé dans un statut qui a été paramétré pour qu'il soit transmis aux bonnes personnes, enfin, qui suivent la suite du workflow. Ici, on va aller sur l'attributaire qui était Nancy Nathalie, pour les besoins, sur lequel elle avait
un courrier, et alors, donc, on retrouve les interfaces. On a un courrier ici, une pièce signée par Patricia Petit. Il y avait une photo, ça c'est une annexe en dessous, hein, peu importe. Et je vais pouvoir, à partir de là, donc là je suis en tant qu'instructeur, hein, si le besoin est là, j'ai une possibilité aussi, nouvelle possibilité dans la 24, c'est de télécharger un faisceau de preuves. C'est-à-dire, comme on a fait un traitement avec un certificat électronique, le faisceau de preuves va me permettre de garder certaines informations sur l'IP, l'IP de l'utilisateur, le rôle de l'utilisateur, des éléments, un hash du document qui vont me dire, OK, le certificat de l'utilisateur est bien présent, mais en plus, ça rajoute de la présomption que c'était bien cet utilisateur qui était connecté à ce moment-là, au moment de la position. C'est ce qu'on appelle les faisceaux de preuves. On trouve ça avec l'ensemble des parapheurs électroniques. On va garder et avoir un maximum d'informations qui ne serviront que le jour où on a besoin de faire preuve qu'il y a bien eu, que ça a été bien la bonne personne ou à partir de tel poste, à partir de tel IP. Enfin. Donc ici, il y a cette possibilité à partir de marche courrier. Donc, alors, si on le fait, il télécharge un fichier avec différents éléments dedans et une vue donnée pure en XML. Je vous passe les détails. Et une vue plus sympathique qui est mise en forme avec ce qui s'est passé sur les documents, les empreintes numériques et des choses qu'on va étoffer au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est la partie lisible du faisceau de preuves qui est disponible sous deux formes. Le document, je vais pouvoir le télécharger. Enfin, donc celui-là, ce qu'on voit ici, le document avec la signature, hein, puisque j'ai apposé une griffe dessus. Et si je l'ouvre, alors on va l'ouvrir avec le logiciel adapté. Ah. Voilà. Alors, j'ai une signature, c'est ma signature qui n'est pas authentifiée par un organisme tiers. Voilà. C'est mon panneau. Voilà. C'est mon signataire marche, c'est mon certificat à moi sur mon poste qui sont des certificats de test. Voilà. Donc, j'ai bien la signature ici sur mon document, sur lequel on a rajouté aussi, alors ça c'est paramétrable, un watermark en dessous qui est visible, signé électroniquement par, voilà, en appui à la griffe qui est juste l'élément visuel attaché à ça. Ça répond, je fais une toute petite, oui, une toute petite parenthèse, parce que ça répond justement à une des questions sur les possibilités d'annotation et de pouvoir rajouter du coup des choses dans les documents. Donc en fait, vous avez plusieurs possibilités. Ce watermark, il permet effectivement de mettre des mentions et en fait de signaler la signature électronique. On va pouvoir mettre des textes évidemment directement dans les documents et ça, c'est un élément qui est important. C'est un des rares parapheurs du marché qui va être capable de faire de la modification de documents, y compris sur le bureau du signataire lui-même. Donc c'est plus vos parapheurs papier où si le signataire a une mention ajoutée, il est obligé de le renvoyer au rédacteur, il peut rajouter sa petite mention numérique. Et même dans la prochaine itération qui va sortir à la mois d'octobre, sur laquelle on fera une petite parenthèse, on a la possibilité de faire des annotations à la volée avec un stylet ou sur une surface directement sur des PDF. Et ça permet, je pense, de résoudre cette question qui est importante pour les autorités, pour les élus, de pouvoir rajouter des mentions de personnalisation manuscrite, donc qui était possible dans Marche Parapheur et qui sera possible là, dans une petite trentaine de jours dans la prochaine itération de la version 24. Alors, je rajoute dans la prochaine itération aussi le pré-placement. C'est-à-dire le fait que le travail soit mâché en amont. C'est-à-dire pour un document que je transmets moi au parapheur, j'ai déjà les positions. Si le signataire n'a pas envie et fait de la signature en masse, par exemple, sur un certain nombre de choses, il y a du pré-placement, puisque le logiciel doit savoir où placer, si j'ai besoin de placer une griffe, où la placer précisément sur des documents. Exactement. Donc, Emmanuel est visionnaire, il répond à la question de Zachary
Pico que vous avez posées. Donc effectivement, la possibilité. Et ça résout aussi. Donc ça permet de faire d'ailleurs le rebond sur les questions qui sont là avec la question du SGAMI. Ce prépositionnement, et oui, c'est possible la multisignature. Et ce prépositionnement, il va aussi permettre de gérer ça. C'est-à-dire que dans cette prochaine itération, quand vous allez lancer votre document, quand le rédacteur va lancer son circuit de visa signature, il va pouvoir dire bah, telle personne va signer là, puis le deuxième signataire va signer à cet endroit-là, et le troisième va signer à cet endroit-là. Et en fait, dynamiquement, typiquement dans des cas de convention tripartite ou des choses comme ça, de précharger des positionnements de signature pour que vraiment vos autorités n'aient plus qu'une action de validation. Là, je pense que du point de vue philosophie de la version et de ce nouveau parapheur, c'est vraiment un point qui a été cardinal. C'est aujourd'hui la résistance des fois de la mise en place de ce type de démat dans des structures, c'est aussi tout en haut de la chaîne où les charges de travail et les responsabilités de vos maires, de vos élus, de vos préfets sont telles qu'ils ne peuvent pas prendre le temps de se former un nouveau logiciel. Enfin, il faut que ça soit extrêmement simple. Et les travaux qui ont vraiment guidé le groupe de travail, c'est vraiment de se dire, bah, on veut une première interface d'une simplicité absolue qui permet à un décideur ou une autorité, y compris en mobilité, par exemple dans une voiture, de pouvoir faire de la signature extrêmement rapide sans se poser aucune question. Et donc la question du positionnement des signatures en amont dans les documents, elle était importante parce que ça veut dire que voilà, pour typiquement un préfet, je pense à vous, Jean-Hervé, aux équipes du SGAMI, ben voilà, on voit les documents, on voit à droite ce qu'on a assigné, à gauche ce qui est pour information, on clique sur le bouton vert et on ne s'embête pas de ces questions de mise en page qui sont déléguées au secrétariat ou au rédacteur du coup en amont en amont de la chaîne. L'application mobile, je ne sais pas si Emmanuel, tu voulais rajouter toi un élément. Non, j'ai peut-être été un peu vite sur certaines parties. Enfin, l'idée, c'était de dire vraiment d'insister sur la refonte pour la partie expérience utilisateur. Le but, c'est je ne cherche pas, je ne passe pas mon temps à chercher. Je trouve par des signalétiques clairs les boutons, les messages. Et si j'ai besoin d'aller plus loin dans ma compréhension du contexte ou ma lecture d'informations, j'ai toujours cette possibilité d'aller beaucoup plus loin et d'avoir accès à l'ensemble des informations. Mais c'est dans un deuxième temps. Voilà. Alors, on peut prendre quelques questions. On a donc une question deux questions de Zachary sur quid de la web signature à la volée des tiers via DocuSign ou USign. Donc ça, c'était une possibilité de la signature par OTP qui était présente avant et qui va être perpétuée du coup dans les mécaniques de parapheur qu'on va retrouver, qui permet effectivement en fait de construire des circuits de visa et de signature qui vont adresser des gens à l'extérieur. Pas dans cette version 24, mais qui seront dans une. Et voilà, qui sont, voilà, mais qui sont la perpétuation du coup des fonctionnements qu'on retrouve dans l'ancienne mécanique et qu'on va retrouver du coup dans ces mécaniques qui vont arriver. Et Zachary, si vous pouvez peut-être préciser, est-ce que le paraphore sera inclus d'office de série dans Marche Courrier? Ah oui, si je vois votre question. Oui, absolument. C'est ça tout l'intérêt, c'est que c'est un module qui va pouvoir s'activer. Ça, on en parlera en termes d'intégration parce qu'en fait, vous pouvez conserver l'ancienne interface. C'est-à-dire, si vous étiez satisfait de ce qui existait, les deux vont coexister. Mais cet affichage que vous voyez, qui est un module du point de vue technique, en réalité est une forme d'affichage du coup d'une bannette. Et donc ça va être complètement standard et ça va être complètement inclus du coup dans le cœur de l'outil, ce qui permet aussi de résoudre pour ceux qui étaient des utilisateurs de Marche Parapheur cette question d'avoir deux applications et c'est toujours plus compliqué de faire marcher des connecteurs et c'est toujours plus fragile qu'une application qui va être complètement unifiée. Alors, peut-on voir la position en amont de la signature sur un document? Ça, c'est justement ça, c'est ces mécaniques-là. Donc, du coup, Le positionnement qui viendra. Voilà. Et qui, effectivement vous permettent de matérialiser, c'est-à-dire le rédacteur, vous avez une espèce de carré rouge que vous allez positionner, on pourra vous montrer ces mécaniques qui étaient celles de parapheur, qui vous permet de voir à quel endroit ça va. Il y aura plusieurs choses. Dans le modèle lui-même, parce que tu peux utiliser des modèles qui sont toujours les mêmes. Donc, j'ai aussi des préplacements dans le modèle. Et évidemment, sous contrôle des personnes qui envoient dans les parapheurs pour dire bah là j'ai un document un peu ésotérique avec un carré qui est au milieu, enfin une zone de signature qui est en plein milieu. Et là, je vais pouvoir faire du préplacement aussi pour que le signataire, qui aura toujours la possibilité de contrôler visuellement et de le déplacer après, hein, mais c'est un préplacement. C'est à partir du moment où je la mets, elle va venir à des coordonnées précises du document.
Pour répondre, Frédéric, donc sur effectivement des griffes préenregistrées, et donc absolument, soit par des tablettes, après du coup sur des modifications de PDF, soit par des appositions sur les types surface, on pourra rajouter des annotations. Ce qui est intéressant, ça, on pourra parler de ces questions de mobilité. Il y a un très gros, nous, une très grosse attention sur les Windows Surface, qui sont en gros la forme du tablette, mais les capacités d'un ordinateur. Et ça, je pense, pour vos autorités, ça ouvre des perspectives, notamment parce qu'aujourd'hui, les technologies de signature, ça répond à une question qu'on va aborder sur la partie de l'application mobile, les technologies de signature et de lecture de certificats sur des tablettes n'existent pas. Et donc, typiquement, vos cartes agents, vous ne pouvez pas les mettre dans une tablette. Le Windows Surface, il ouvre des perspectives qui sont un peu différentes de cette nature-là et qui font du coup un élément de mobilité. On n'est pas très en avancée. Je vois qu'on a un peu éclusé les questions. Alors, ce que je vous propose, c'est que Henri Queneau, du coup, est parmi nous. On va vous faire la présentation de l'application mobile. Et puis après, on pourra prendre le temps de discuter pour libérer ceux qui, peut-être, après, ont d'autres préoccupations. Sachant encore une fois, vous voyez, il y a Aris dans la conversation. Si vous voulez prendre le temps d'une démonstration personnalisée, de voir exactement vos enjeux, vos sujets, une question en particulier, n'hésitez pas à taguer Aris Boutamba dans la conversation et il vous enverra le petit lien pour prendre rendez-vous avec lui. On peut évidemment faire de la démonstration personnalisée et prendre le temps après d'en discuter par la suite. Oui, bah merci Nathanaël. Vous voyez bien mon écran, c'est bon Nathanaël, on voit mon écran? Oui, c'est parfait. Oui, ok. Donc je vous présente l'application mobile. Alors ici j'ai mis à gauche l'application Marche Courrier volontairement et l'application mobile à droite afin qu'on puisse voir faire une comparaison. Voilà. Donc ici l'application mobile elle va fonctionner elle va se connecter en faisant appel aux API. Techniquement, j'utilise Marche Courrier pour se connecter. Ce sont des appels qui sont faits pour se connecter à l'application. Donc ici, là, par exemple, je vais me connecter sur l'application Marche Courrier. Donc je vais me mettre en tant que Robert Renaud, en tant que directeur. Et ici, donc sur l'application mobile, voilà. Ici, j'ai un formulaire qui va me permettre de m'authentifier. Donc ici, j'ai l'URL, donc l'URL qui va me permettre de me connecter avec l'identifiant et le mot de passe. Voilà, je me connecte et j'arrive sur cette interface. Alors, avant que j'aille plus loin, petite précision sur le système d'authentification. Donc, il y a la possibilité de s'authentifier en authentification standard, mais également avec une authentification de type LDAP. Donc, si vous avez du LDAP, on pourra également se connecter sur l'application mobile. Donc, ici, on retrouve les éléments, on retrouve les mêmes bannettes. Donc, on trouve ici le profil de l'utilisateur, donc il est manager, et il est également directeur. On retrouve l'information ici, on retrouve toutes les informations sur les bannettes. Voilà. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a des courriers dans la bannette courrier à traiter. Il y en a un, par exemple sur la bannette des courriers de ma direction également. Si je clique dessus et que je clique sur ici, on retrouve la liste de résultats. On retrouve également les icônes qui nous permettent de voir qu'il y a eu des pièces jointes, des annotations sur le document. Donc, par exemple, là, si je rentre sur ce document-là, donc en parallèle, je rentre sur ce courrier-là également, on retrouve bien le courrier. On peut le lire, on peut le consulter. Si besoin, on peut faire des zooms. Voilà. Et ensuite, on va retrouver le détail du courrier. Donc là, ici, c'est un détail simplifié. Donc là, c'est comme ce que vous avez ici dans l'information. Vous pouvez le retrouver en cliquant sur le détail. Vous avez également la possibilité de voir les annotations, comme ici. Voilà, donc là, il y a des annotations. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des petites pastilles avec le nombre d'annotations. Donc là, ici, on voit qu'il y a eu 2 annotations qui ont été rédigées sur ce courrier. Et vous pouvez les visualiser. Vous avez un bouton permettant de voir les pièces jointes. Donc voilà, et vous pouvez également cliquer sur le document pour voir la pièce jointe. Donc s'il y en a plusieurs, vous les verrez affichés ici. Et vous avez également un bouton plus ici qui va vous permettre de voir différentes choses. Déjà, dans un premier temps, vous allez pouvoir voir l'historique. Donc ici, on retrouve l'historique de tout ce qui s'est passé sur le courrier.
Vous avez un bouton permettant de voir le circuit de visa. Alors, je le mets ici, comme ça. Ici, il y a eu donc déjà un premier visa qui a été réalisé, un second. On peut le voir ici à l'aide du petit pouce vert qui permet d'indiquer que ce courrier a été visé aujourd'hui à 9h55. Ensuite par Robert. Et je vois que Patricia Petit n'a pas visé. Pour poursuivre, on a la liste de diffusion du document. Donc, c'est la même liste qui est ici, que nous retrouvons. Et pour finir, vous avez un bouton ici permettant d'annoter le document. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez visualiser donc, les annotations qui ont déjà été saisies, mais vous pouvez également ajouter d'autres annotations. Voilà, j'ajoute une nouvelle annotation. L'annotation a été saisie. Si j'actualise de ce côté-là, on retrouve l'annotation qui a été saisie. Vous avez également à ce niveau un burger menu qui vous permet d'accéder à votre profil. Donc ici, là, c'est juste à titre d'information. Vous pouvez voir quel groupe auquel vous êtes affecté et l'entité. Vous avez surtout un bouton qui est intéressant, c'est l'activation de votre absence. Si vous partez rapidement en congé et que vous n'avez pas eu le temps de vous mettre en absent depuis Marche Courrier, vous pouvez le faire depuis votre application mobile. Et donc ici, vous allez pouvoir rediriger les bannettes vers vos collègues. Donc, par exemple, je suis parti en congé, je veux diffuser ma bannette des courriers à traiter, je vais sélectionner les bannettes et je vais les diffuser à mon collègue pour que ce collègue puisse fasse le traitement en mon absence. Cette application a été développée initialement essentiellement pour les directeurs, mais elle n'est pas restreinte uniquement aux directeurs. On constate que ça intéresse quand même d'autres profils, comme les assistantes et également les utilisateurs. Mais effectivement, à la base, c'était pour les directeurs que nous avions développé cette application. Concernant les évolutions, donc ici, il y a des évolutions qui vont encore arriver, comme les notifications. Par exemple, là, je peux vous montrer un type de notification. Si j'ai reçu des courriers, nous allons recevoir une notification de ce type là qui apparaît à l'écran, qui va vous permettre de vous informer que vous avez reçu des courriers à traiter ou dans votre bannette des courriers en copie ou de ma direction. Et une autre évolution qui sera intéressante, c'est l'ajout d'actions qui va permettre de faire avancer les courriers faire avancer les courriers pour qu'ils puissent passer dans d'autres bannettes. Par exemple, imaginons, on pourrait imaginer l'ajout d'une action qui va permettre de poursuivre le circuit que l'on pourrait faire depuis le téléphone. Comme on disait, on est dans notre voiture, on a reçu un courrier dans le parapheur, on souhaite le valider, le viser, on valide et le document passe au suivant. Et ça serait intéressant de mettre ça prochainement. Et une évolution qui serait assez importante et intéressante, mais qui est assez lourde à mettre en place, ça serait la signature via le pouce, avec l'empreinte digitale. Donc, si vous avez reçu un courrier pour signature électronique, ce qui serait intéressant, ça serait de pouvoir signer électroniquement le document en faisant appel donc, à la fonction de signature, enfin d'authentification avec l'empreinte, et ensuite de signer. La signature se ferait via le parapheur de Marche Courrier. Ça, vous voyez, Henri, je me permets de. Voilà, donc deux choses. Vraiment, une application qui est une première version, mais qui est une application en devenir, sur laquelle Henri travaille à apporter aussi des éléments supplémentaires et des choses qui vont vivre et qui vont s'améliorer. Et là, on a aussi d'ailleurs besoin de vos
et de vos intérêts. On serait très preneur de vos remarques sur des choses qui pourraient vous intéresser sur ce type d'outils. Et puis la deuxième chose, c'est, vous voyez, c'est une application module qui est vraiment un complément d'usage à l'application courrier, qui est extrêmement facile à installer parce qu'en réalité, on peut le mettre à disposition quasi immédiatement et qui a été pensé pour des populations plutôt effectivement de managers et d'autorités qui ont besoin d'un accès très rapide de consultation au mobile qui permet typiquement des cas d'usage. Vous êtes dans une réunion ou dans le train, un de vos collaborateurs ou un de vos élus vous appelle, vous voulez vérifier la nature du courrier qui a été envoyé parce que vous n'êtes pas au courant, ou vous voulez savoir quel est l'état de traitement, est-ce qu'on est bien en train de faire une réponse ou une chose comme ça. Du coup, voilà, d'un outil de complément d'information qui va permettre d'accéder du coup très rapidement et dans un écosystème qui est quand même très proche du coup à l'application courrier. Je pense que c'est, mais ça, on est du coup voilà très preneur de vos avis, un élément voilà qui manquait aussi dans ces usages plus nomades et plus fluides qu'ont maintenant les décideurs publics dans les différentes structures. Céline, alors Henri, on a deux questions pour toi. Là, peut-être peut-on choisir le type de notification que l'on souhaite recevoir? Euh, Ça, Henri, tu pourras peut-être compléter, mais ça, c'est sans doute aussi un intérêt. Vous savez que dans Courrier, même s'il y a des réflexions qui sont engagées aujourd'hui pour faire évoluer la façon dont on fait les notifications, elles sont très globales. Et on envisage avec Henri de peut-être que cette application puisse être aussi justement un surplus de granularité dans la gestion des notifications, de se dire, bah voilà, il y a un système de notification un peu général dans l'application, dans l'application web, et sur le mobile, là, on peut faire du personnalisé, avoir des pastilles et des alertes sur des documents qu'on voudrait suivre ou des choses comme ça. Oui, concernant les annotations, les notifications, c'est en cours de développement, donc je sais pas arrêté. Donc il y a des actions qui pourront être faites côté développement à ce niveau. Donc je suis effectivement à l'écoute de vos remarques et pour qu'on puisse faire adapter le développement en fonction de vos besoins. Et donc la deuxième question, Henri, c'était Sébastien Roudière du CD65 qui demande LDAP via Chibolette dans ta gestion d'accès. Alors, pour Shibboleth, je n'ai pas testé, mais c'est quelque chose qu'il faudrait voir à étudier. Alors Sébastien, je propose qu'on vous envoie un petit lien et puis qu'on prenne rendez-vous pour en parler, sachant peut-être pour les gens qui utilisent Chibolette que le connecteur, pour le coup, d'authentification à marche courrier, l'application traditionnelle existe et est bien disponible sur ces outils. Donc Sébastien, Harris, on peut peut-être envoyer un petit lien à Oui, Sébastien. bien Alors, sûr. c'est le Juste pour moment. ce que tu disais, Nathanaël, il faudrait savoir que c'est vrai qu'on n'a pas de cas d'étude pour Chiboulette, mais en général, c'est compatible avec les annuaires LDAP. Et Marche Courrier traite justement cette connexion-là. Et donc, je pense qu'avec une étude, on est capable effectivement de pouvoir déterminer si on peut aller jusqu'à faire cette connexion avec Chiboulette. Donc, moi, je vais mettre le lien, comme a dit Nathanaël, hein, vous pourrez bloquer un rendez-vous et on pourra lancer des travaux pour faire une étude là-dessus. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, c'est super. Un commentaire de Frédéric, qu'Henri, je te laisserai lire. Je pense à ça, mais peut-être qu'on fera des tours de téléphone aussi sur ces questions-là. Si vous avez un sujet, que vous êtes intéressé pour contribuer, n'hésitez pas à lever la main dans la conversation ou à mettre un petit message. On essaye, Frédéric en est témoin, de se rapprocher aussi beaucoup de vous, d'essayer de prendre des tours de discussion, parfois de ralentir un peu les travaux pour aussi prendre le temps de plus consulter les utilisateurs, pour essayer vraiment de construire des applications avec vous. Je pense qu'on gagne après beaucoup de temps en fait en termes de ce qu'on parvient à faire et d'arriver du coup au résultat qui est attendu. Cette question me fait penser à quand même un tour de remerciements que je dois adresser, des remerciements à Frédéric Génipa de GPSEO qui nous a beaucoup aidé, qui a passé beaucoup de temps avec nous sur la construction de l'IA et qui a permis justement, il y a beaucoup des choses que vous allez voir, notamment sur le fonctionnel, qui sont des retours de GPSEO. Et sur le parapheur, de remercier déjà en particulier le SGAMI Sud-Ouest qui est connecté, Jean-Hervé Blondin, Laurent Buzyn et puis le reste des équipes qui sont mobilisées, qui ont beaucoup travaillé avec nous, qui sont à l'initiative et qui ont financé
gros du travail sur ce parapheur. Et donc, c'est aussi grâce à eux et grâce au SGAMI Sud-Ouest, donc le secrétariat général du ministère de l'Intérieur pour la zone de défense Sud-Ouest, qui a beaucoup contribué, qui est un des utilisateurs traditionnels et historiques de l'application et qui contribue beaucoup à son développement et que je remercie en particulier. Et je remercie en particulier, alors je vais forcément oublier des gens, mais je sais qu'il y a Isabelle Do de la Caisse nationale d'assurance maladie qui est là, que j'ai vu. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont avec nous, des ministères de l'Agriculture, de la Direction générale de l'aviation civile, de la Caisse nationale donc d'assurance maladie, du ministère de la Culture. Je ne sais pas si Emmanuel Duval est là, mais qui est un contributeurs aussi importants, qui ont participé à ce groupe de travail, qui ont pris du temps pour tester, pour nous faire des retours, pour tester des choses qui étaient parfois, qui marchaient pas beaucoup, pour prendre le temps de discuter et d'avoir des longues discussions pour savoir ce que ça devait être. Et on est vraiment très heureux d'avoir pu construire ça, messieurs et mesdames, avec vous, et de prendre le temps, voilà, de construire nos applications avec nos utilisateurs. Je pense que c'est aussi très riche et très satisfaisant pour nos équipes et de développement et d'intégration que de pouvoir aussi voir concrètement à quoi ça sert ce qu'on fait et l'usage que ça peut avoir sur le terrain. Alors, je vois Boris Arsène, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez une question. Avec grand plaisir. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Je vous en prie, allez-y si vous avez une question. Oui, je me présente d'abord, c'est Pierre Loïc de Financial House. Ok, j'ai une question sur l'IA. Jusqu'où va l'IA dans l'application? Alors, c'est donc l'IA, dans les capacités du coup. Donc l'IA, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un module interactionnel. Donc ça fonctionne vraiment, ce que vous a montré Emmanuel, comme un chatbot. Les grandes fonctionnalités auxquelles on a pensé et qui sont ces pré-prompts en fait que Emmanuel vous a présenté, c'est vraiment répondre à un courrier, 2, avoir des solutions textuelles de type fais-moi un résumé ou un accusé de réception. On a vraiment essayé d'orienter une IA qui soit pensée pour le traitement documentaire des réponses ou des documents qu'on va créer, généralement un courrier départ ou des choses comme ça. C'est vraiment été pensé pour ça. Après, cela dit, c'est très ouvert, c'est un module interactionnel, on va pouvoir discuter avec lui pour adapter ses réponses. En réalité, si vous voulez demander à l'IA la recette de la tarte aux fraises, elle va vous donner le résultat. Je n'ai pas fait en webinaire, mais j'aurais pu leur demander une autre recette, mais il la sort. Elle est un peu longue. On a fait les haïkus, donc on peut générer des haïkus. Si vous voulez vous mettre à la poésie pendant votre rédaction de courrier, vous pouvez, même si je pense que l'usage il est quand même très centré sur le courrier. Ok. Ok, bon, j'ai une deuxième question. Je vous en prie. La version mobile est la seule version disponible pour le déploiement. Il n'y a pas une version web. Ah si. Traditionnellement, Marche Courrier, c'est une application web. Elle est installable soit on-premise directement chez vous, ce qu'on conseille pour la zone Afrique, soit installable, utilisable en SaaS du coup sur nos serveurs. Mais le cœur et la plupart des gens qui sont ici, du coup, utilisent Marche Courrier depuis quasiment 20 ans. Je ne veux pas dire, Cyril vient de sortir de la pièce, mais une bonne vingtaine d'années, une application qui est essentiellement une application, surtout pour des logiciels de gestion de travail de ce type-là, c'est quand même essentiellement sur desktop qu'on va les utiliser. Cette application mobile, c'est un plus qui vient comme un complément et qui du coup sort aujourd'hui, qui peut s'installer d'ailleurs très rapidement. Si vous voulez le mettre à disposition, en fait, étant donné qu'on utilise les paramétrages de courrier, la mise à disposition de ce type d'application, c'est l'application pour vos utilisateurs. Elle est déjà disponible sur le store. Si par ailleurs, ça c'est peut-être quelque chose en qu'on n'a pas forcément dit, mais on peut évidemment la présenter, mais vous pouvez aussi dès à présent aller sur l'Apple Store ou sur le Play Store, télécharger l'application et typiquement vous connecter au compte de démo sur Preview. Si vous allez du coup dans la démo, vous avez les identifiants et les mots de passe, vous mettez l'adresse et vous pouvez vous connecter et voir qu'est-ce que ça permet de rendre comme service. Et donc si vous êtes sur notre SaaS, l'installation est extrêmement rapide. Si vous voulez l'offrir à Noël à vos élus, c'est tout à fait possible et Harry, c'est à position pour faire ça. Juste pour préciser, Nathanaël, effectivement, l'application est accessible sur le Apple Store et également sur le Play Store. L'application est accessible partout dans le monde. Sur n'importe quel Play Store ou Apple Store, vous pourrez avoir l'application. Donc, si vous êtes situé en Afrique, vous pouvez télécharger l'application également. Ce n'est pas restreint à la France, l'application mobile. Okay. Ah, ça, c'est accessible. Si vous êtes au Canada, vous pouvez l'avoir également. Ah, c'est intéressant. Courrier. Allô? Frédéric.
Marche courrier mobile, du coup, pour la retrouver sur le store, je pense que comme ça, en recherchant, normalement, quand on tape marche courrier, donc ça, c'est la seule application, évidemment, dans le monde qui sera certifiée et autorisée, du coup, pour servir de- voilà, d'application. Alors, on a deux questions qui sont venues, je les prends peut-être, alors je les prends dans le désordre, parce que la première est Je plus pas facile. encore, j'avais encore un souci avec occupation. Excusez-moi. Oui, j'avais encore une question. Ah, alors allez-y. Oui, lors du déploiement de la version web, la nouvelle Match Courrier version 24, ça se fait en une fois ou bien c'est par module, comme c'est écrit dans la documentation. Non, ça se fait en une fois. Ça, sur ça, Aris va vous mettre un petit mail et il va vous proposera un échange téléphonique pour du coup en parler directement avec vous. Mais l'idée, vraiment, c'est une seule application. Alors, l'application mobile, c'est une autre brique, évidemment, mais tous les modules sont installables dans un bloc sur l'installation. On ne va pas rentrer dans les détails techniques de ces questions-là ici, mais Aris vous envoie tout de suite un D'accord. petit message pour pouvoir prendre un rendez-vous et pouvoir en parler plus amplement. Ok, merci. Mais vous allez voir, c'est très, très facile à installer. Et puis après, le gros, et ça, je pense que la plupart des utilisateurs qui sont ici le savent, le gros dans ces applications, c'est le travail fonctionnel avec les équipes de Sarah qui sont là et qui vous accompagnent sur ces sujets-là, c'est pas d'avoir l'application, c'est de paramétrer l'application pour qu'elle corresponde à votre organisation, à vos services, et c'est ça qui est souvent le gros du sujet parce que c'est toute l'administration et toute votre organisation qui doit se dématérialiser et qui va pouvoir coup, arriver sur, voilà, passer à cette dématérialisation. Après, Alors, si je peux ajouter à ce que tu disais, peut-être que certains n'ont pas peut-être remarqué que Marche Courrier était déjà responsive. C'est-à-dire que en soi, avant d'avoir l'application mobile, vous étiez parfaitement capable de l'utiliser sur tablette, sur ordinateur et autres. Et là, l'application mobile, c'est vraiment une application qui va être l'extension, un module, comme disait Nathanaël, de la solution. Donc, vous allez gérer votre courrier et vos correspondances dans Marche Courrier et l'application mobile va juste être là pour vous appuyer sur vos mobilités, etc., pour pouvoir avoir une certaine interactivité, une réaction sur les courriers que vous avez à traiter dans vos bannettes parce que vous n'êtes pas en fait forcément avec votre ordinateur. Donc, c'était juste ce que je voulais rajouter là-dessus. merci beaucoup. Je reprends du coup le fil des questions. Donc, pour répondre déjà à Jérôme Grégoire de la CARF, est-ce qu'on peut utiliser l'application sur la version 23 on-prem? Aujourd'hui, les installations du coup de l'application sont uniquement sur le SaaS. Il faudrait qu'on prenne le temps de discuter plus amplement pour une. Alors, c'est pas dépendant de la version. Évidemment, si vous êtes sur le SaaS, c'est synchronisé ces questions de version. L'application aujourd'hui, on peut la faire fonctionner. On pourrait d'ailleurs la brancher sur des 23. Pour des installations on-prem, il faudrait en parler un peu plus amplement. On a une question de Johan de l'Académie de Lille. Alors plutôt pour toi, Emmanuel, qui est une question côté authentification. Keycloak est-il toujours prise en charge? Si oui, y a-t-il eu des corrections à apporter? Alors, il y a eu une prise en charge dans la 24, puisque ça a été testé et tout ça. Après, il faut contacter nos services techniques s'il y a des difficultés pour l'implémenter. Mais oui, il n'y a pas eu d'abandon, il y a même eu des tests. Voilà. Donc normalement, Des Keycloak tests avec nos plateformes à nous. Enfin, ouais. donc, est parfaitement prise en charge. S'il y a la moindre difficulté technique, ça pour le coup, Johan, il faut qu'on s'installe autour de la table avec Arnaud Pogé, donc responsable de notre infrastructure, que ceux qui ont connaissent pour ces interventions-là. Et normalement, ça doit fonctionner. Ça, c'est très important. Je sais qu'il y a des clients voilà, on a pas mal de nos clients en SaaS. Il ne faut surtout pas se satisfaire de quelque chose qui ne fonctionne pas. Si vous avez la moindre difficulté, considérez que ce n'est pas normal. Et donc, n'hésitez pas à contacter. Vous avez Rachel Beiri directement sur le support. Mais n'hésitez pas, voilà, sinon à nous écrire. Il faut tous les problèmes d'intégration sont des problèmes solubles. Après, nous, quand on relise, on teste des versions de Keycloak à jour. Là, c'est la 5.1.0. Enfin, voilà, il y a aussi ça. Il y a la validation. Donc après, il faut voir l'ensemble des paramètres techniques pour pouvoir voir le fonctionnement. Donc, Madame Storch du SDI 25, Aris vous écrit pour vous proposer du coup un échange et vous faire une présentation. Je vois Sébastien Jacquard, est-il possible de n'afficher en mobile ou en web que les bannettes ayant un nombre de courriers supérieur à 0? Henri pourra peut-être préciser sur l'application. Dans l'application web, donc traditionnelle, on affiche les bannettes en fonction des groupes utilisateurs et elles apparaissent quoi qu'il arrive. Elles apparaissent en gras et elles sont signalées quand il y a du courrier à l'intérieur. Par contre, quand elles sont à 0, elles continuent d'apparaître. Tu m'arrêtes, Henri, mais je crois que c'est la même philosophie. Oui, c'est ça, effectivement. Mais j'affiche exactement comme ce qui est ici. Mais c'est une réflexion que j'avais eue. Je m'étais dit que ça serait peut-être intéressant de n'afficher que les bannettes qui ont un courrier.
ou alors peut-être les classer, les mettre vers le haut, celles qui ont des courriers. Mais je me suis dit, bon, je vais partir sur quelque chose d'identique dans un premier jet, et puis on verra avec le temps si c'est quelque chose qui est vraiment demandé, qu'on affiche uniquement les bannettes ayant un courrier. Et oui, ça pourrait être fait, effectivement. C'est pareil, Sébastien, n'hésitez pas du coup à prendre rendez-vous, c'est le genre de conversation qu'on peut avoir. Ça rejoint d'ailleurs votre deuxième question, si on scanne le QR code du courrier sortant. Donc vous savez, quand sur une application, vous pouvez générer un QR code ou un code barre qui permet de faire le lien entre une version physique et une version numérique d'un document, même si la remat avec le parapheur électronique maintenant est évidemment complètement inutile. Donc la question c'est, est-ce que si on scanne le QR code du courrier sortant depuis le smartphone avec l'appli mobile, est-ce que ça ouvre automatiquement l'application? Ça, Henri, pas encore. Aujourd'hui, je crois qu'on voilà, ça ouvre si vous voulez chercher Donc, QR dans code, votre c'est appli encodé, mobile. c'est l'URL de l'application Marche Courrier Web. C'est ça. Donc, ça va ouvrir. Voilà. Ouais, c'est ça. Trouver dans C'est le. exactement ça, Emmanuel. Donc, il y aurait un travail à faire des deux côtés, entre moi et Marche, pour intégrer une fonctionnalité de ce type. Et donc, pour répondre à M. Claudin et Mme Crozo, peut-on utiliser Marchi avec Chiboulette? Donc, si on parle du SSO Chiboulette sans aucun problème, et après, l'IA, elle est. En fait, l'IA, C'est la c'est. connexion utilisateur qui va compter, là. C'est l'authentification principale de la session courrier. Exactement. Et en fait, l'IA, ça fonctionne Ça va comme pas un se groupe. quantifier. C'est-à-dire qu'en fait, donc vous allez voir, ça c'est important pour la question de. Ça nous permet de faire parler un peu de relis sur l'IA. En fait, l'IA, c'est un privilège de groupe. C'est-à-dire que c'est un droit que vous allez pouvoir donner à vos groupes. Ça vous donne la possibilité, par exemple, de dire bah, je veux que mes managers ils aient accès à l'IA, mais pas mes utilisateurs ou pas le bureau du courrier qu'on n'a pas besoin. Ça vous permet de gérer une politique et une politique de déploiement, je pense, mais aussi une politique de gestion, de maîtrise des coûts et des usages de dire, bon voilà, il y a peut-être certains, peut-être que la RH en a besoin, mais pas les finances, on va pouvoir choisir à qui on le déploie au moment, du coup, par groupe utilisateur. Ceci étant dit, pour vous simplifier les choses, et donc ça c'est important pour nos clients qui sont en SaaS, je vous rappelle que donc l'IA, on va la mettre à votre disposition gratuitement dans la mesure de 250 courriers par jour, par an, excusez-moi. Par jour, ça ferait beaucoup de volume, je pense que c'est beaucoup trop de travail pour tout le monde. Donc l'IA va être mise à disposition. La mise à jour du SaaS, je reviendrai dessus dans un instant, jeudi prochain, le 10 octobre. Et en fait, pour simplifier les choses, du coup, donc plutôt à partir de lundi, le lundi suivant, parce qu'il faut qu'on indexe du coup les bases de données, qu'on prépare bien les fonctionnalités d'IA, vous allez avoir un groupe qui va apparaître dans l'application qui s'appelle Découverte Marchi, qui est donc un groupe qui ne contient que l'IA et que vous pouvez donc attribuer à un utilisateur, à vous-même si vous êtes administrateur ou à quelques utilisateurs tests s'ils veulent tester l'IA et s'amuser un peu avec. Parce que voilà, donc je vous rappelle qu'on prend en charge 250 courriers par an, c'est-à-dire un certain nombre d'interactions. C'est pas du tout anecdotique, hein. Je pense que typiquement sur des toutes petites collectivités, ça peut presque suffire à un usage euh, annuel. C'est un volume qui est quand même assez significatif de courriers que vous allez pouvoir générer. Ça permet, je pense, à tout le monde d'une part de tester. Puis nous, c'était important aussi. Je pense qu'il ne faut pas que l'IA soit un produit de luxe. Car en réalité, ça coûte un peu d'argent, ça c'est très clair, mais voilà, c'est pas non plus des milliers d'euros chaque jour qu'il faudrait dépenser pour ça. Et on a du coup, nous, une démarche proactive de pouvoir donner accès généralement du coup à ces technologies-là. 250 donc générations de réponses. Alors ça veut dire un peu plus et un peu moins, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez comment ça marche les IA, on consomme un nombre de tokens qui sont des jetons en fonction des requêtes qu'on passe. Quand on génère un courrier, en réalité, on consomme approximativement 5000 tokens. Donc vous avez un volume de tokens qui vous permet de générer 250 courriers. Après, si vous faites comme Emmanuel, faites faire beaucoup de haïkus à marche courrier, ça va vous consommer un peu de ces ressources-là. Parce que voilà, on consomme, mais bon, en comparaison d'un nombre de courriers, c'est relativement limité. Et donc voilà, vous avez ça qui va être offert. Et donc, en termes d'installation, euh, donc du coup, pour nos clients qui sont en SaaS, la mise à jour de cette version 24 et donc le déploiement de cette version 24 aura lieu, vous allez recevoir les communications le jeudi 10 octobre, donc la semaine prochaine. Les opérations ont lieu de 20h à 22h. Ça permettra d'avoir la mise à jour et donc dès vendredi, les applications seront mises à jour. Mais encore une fois, voilà, dans cette version, c'est vous qui allez devoir
activer des choses. Sur l'IA, l'activation, il y a ce petit groupe de découverte que vous pouvez faire très facilement, mais vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec nous pour qu'on en parle et qu'on vous montre comment faire. Sur le parapheur, par contre, il y a aussi une activation de paramétrage à faire que vous pouvez faire, qu'on peut faire avec vous. Ça, pour le coup, c'est un élément de paramétrage qui modifie un peu plus de choses. Là, ce qu'on vous propose, c'est que si vous êtes intéressé par le nouveau parapheur, c'est de prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse vous expliquer les incidences, vous montrer comment on fait. Pour le coup, il y a un peu plus de modifications, il faut classer les actions, il faut refaire un peu les circuits, et on a une action technique à faire si vous voulez le faire. Donc, si vous êtes intéressé, on va envoyer un mail pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Vous pouvez aussi, dans la conversation, taguer Harris, qui vous proposera du coup un échange, notamment avec les équipes projet, pour qu'on puisse vous dire ce que ça implique sur vos circuits. Mais pour nos clients en SaaS, dès la semaine prochaine, c'est des innovations qui sont donc disponibles. Et Henri vous a donné, je vois dans la conversation, les éléments pour se connecter à l'application mobile. C'est l'application mobile, si vous voulez tester sur la preview, vous pouvez le faire dès tout de suite avec pour nos clients qui sont installés en SaaS. Donc ça, Frédéric, donc du coup, il vous a apporté les éléments. Ça marche à partir du jeu de démo. Donc ça, c'est pareil, on aura les éléments. Et donc, sur Marche Courrier Mobile, donc pour Chibolette, M. Claudin et Mme Crozo, c'est ce que disait Henri. On a une main levée de pense que Boris. c'est bon. Oui, je vois. On pense que c'est bon et on n'a pas fait les tests. Donc, si vous êtes intéressé, il faudrait revenir vers nous. On va tester et puis on pourra s'en parler. Je prends, Boris, on avait déjà pris quelques questions. Donc, si vous voulez, je remonte un peu la liste des questions. Et puis, dès qu'on a fait cette cadre-là. Donc, la question donc, de Sylvain Manabre à Arc-Compiègne, la montée de version 24 est-elle prévue intégrée dans le contrat de maintenance et d'hébergement quand on est en SaaS? Oui, absolument. Ça, c'est tout l'avantage du SaaS, c'est que les montées de version, vous n'avez rien à faire. Elles sont gérées de manière centralisée. Et donc, vendredi matin, vous vous réveillerez heureux avec la version 24 sans avoir eu l'effort de la faire, même si c'est en réalité du travail qui mobilise du coup Arnaud Pogé et ses équipes, qui sont donc les équipes qui vous accompagnent sur l'infra, et qui généralement, le soir des montées de version, ont des nuits un petit peu longues pour ne pas vous gêner dans vos usages. Johan, je prends le point. Promis, je vous envoie un petit message dans la journée. Hakim, est-ce que la signature multiple est déjà disponible? Emmanuel, je te laisse répondre à ces questions de signature multiple. On peut avoir autant de signataires dans un circuit que voulu. Donc en fait, on agrège les certificats. Oui. Donc voilà. C'est multi-signataires, effectivement, nativement. Voilà. C'était sur le fond technologique, deux choses, du coup, sur cette paraphore. La signature RGS, donc 2 étoiles avec la carte agent, qu'on ne pouvait pas faire avant. La multisignature, 3, 4, 5, 6 signatures. Et évidemment, la signature sur des PDF. Pour ceux qui utilisent déjà les fonctionnalités de paraphore, je sais qu'il y en a, c'est aussi la disparition du carré gris. Ceux qui ne s'en sont pas servis ne savent pas ce qu'on veut dire et pourquoi on le dit avec une telle emphase. Ceux qui s'en servent au quotidien savent que le carré gris était une gêne. Ça apporte, je pense, beaucoup plus de liberté. Vous montez vos modèles. Puis au niveau sécurité, donc il y a du Java, donc il n'y a plus de Java. C'est aussi ça. On a fait le tour des questions. Boris, je vous en prie, si vous avez une question, allez-y. OK. Avec la version 23, est-ce que c'est possible d'intégrer les avantages que j'écoute sur Marche Courrier version 24 là, sur nos propres serveurs? C'est tout l'intérêt de la montée de version, c'est que pour avoir la version 24, il faut effectivement que vous fassiez cette montée de version. Sur la 23, vous n'avez pas ça et vous n'avez pas ce nouveau. Alors, faut pas. Évidemment, nous, on est passé à la version 24, mais la version 23, elle apporte quand même beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de richesses. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous avez déjà des fonctionnalités de parapheur et de circulation, mais vous avez évidemment pas ce que vous avez vu ici. Si vous voulez de l'accompagnement pour monter en version, on peut évidemment à votre disposition. Jean-Louis, évidemment, sauf pour l'application mobile. L'application mobile, c'est qui va avec la version 24, mais que vous pourriez avoir déjà sur une version 23.
Je pense pas qu'on a été jusqu'à tester dans les versions ultérieures. Si vous êtes sur des versions 18, 17 ou quoi que ce soit, mettez tout de suite un message. Il faut absolument monter de version. Je vous rappelle que les montées de version, c'est important pour ces questions de fonctionnalité. C'est aussi important pour des questions de cybersécurité. Ce qu'on n'a pas montré là, parce que c'est pas très visuel et c'est pas très folichon, c'est la 24, elle vient avec toutes les librairies à jour, toutes les dépendances, tout. Voilà. Donc, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, même si on n'utilise pas à la limite le parapheur ou l'intelligence artificielle, la montée de version, c'est aussi la sécurisation de ces instances. Voilà. Donc ça rejoint la question, Madame Vervalec, sur la question des maintenances des anciennes versions. Donc il y a évidemment une durée, ça Emmanuel pourra expliquer la politique, évidemment la 23, vous êtes pas, la jette pas à la poubelle tout de suite, et vous n'êtes pas obligé de migrer là dans la semaine, mais par contre évidemment il y a une durée à partir de laquelle on arrête de maintenir les anciennes versions. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas seulement nous qui arrêtons de maintenir les anciennes versions, c'est les couches de code typiquement de PHP qui sont plus maintenues en sécurité par les éditeurs PHP et par la communauté qui fait ces produits-là, et donc en fait vous êtes obligé de monter de version. Cette obligation de monter de version, elle est aussi pour des raisons de cybersécurité. Si vous avez des failles dans des versions de PHP qui sont très anciennes, dans des couches profondes, si vous n'avez pas fait la mise à jour, vous vous exposez en... Voilà, il faut... Enfin, la mise à jour, c'est une bonne... Mais Emmanuel peut peut-être préciser la politique de montée de version. La politique, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, avec la sortie de la 24, il y a deux types de maintenance. Il y a la corrective qui court 2 ans après la sortie de version, donc ça on corrige. S'il y a une anomalie remontée, ça fait l'objet de ce qu'on appelle des tags, donc des versions correctives. Et tout ce qui est évolution, c'est-à-dire quand on parle de fonctionnalité, de nouveaux comportements, c'est dans des versions évolutives. Donc on ne fait évoluer que la dernière version de Marche Courrier. Donc en évolution fonctionnelle, c'est Marche Courrier 24 et ses itérations successives qui évolueront en termes de fonctionnalité. Voilà. Bien reçu. On rejoint la question de Johan sur la question de, effectivement, donc Harry vous a répondu sur la partie vraiment du parapheur. Si vous voulez mettre en place ce parapheur, ça a des incidences fonctionnelles. Que vous soyez en on-premise ou en SaaS, il faut prendre contact avec nous pour qu'on puisse vous remontrer bien ce que ça fait et qu'est-ce que ça change fonctionnellement en termes d'organisation. Parce que si typiquement vous étiez connecté à un autre parapheur, si vous serviez l'ancien parapheur, il faut faire des petits ajustements de paramétrage. Le but du jeu, c'est qu'on puisse vous montrer, voir avec vous ce que vous voulez faire. Si c'est simple, vous le ferez et ça sera très facile. Ça sera des petites manipulations. Si ça, c'est nous souvent ce travail un peu de reprise des workflows, il n'est pas inutile de manière générale. Ça permet de mettre des fois un petit coup de polish, d'enlever un peu des petites jointures. Sarah pourra vous en parler, qui sont pas forcément bien adaptées. Donc l'idée, c'est qu'on puisse discuter avec vous et puis vous proposer quelque chose qui soit adapté pour mettre en place cette fonctionnalité. Donc, y compris si vous êtes en SaaS, vous avez besoin de nous mettre un petit mail et de nous contacter pour qu'on puisse vous activer le parapheur. Sur le webinaire replay. Alors normalement, ce soir et demain matin, vous allez recevoir tous sur les diffusions publiques et en ligne une communication avec la présentation qu'a fait Jean-Louis, une présentation avancée en slide du coup de cette nouvelle version. J'en profite d'ailleurs pour une toute petite parenthèse, pour ceux qui n'ont pas été faire un tour sur notre site, Aris pourra peut-être mettre le lien. On a un tout nouveau site qui a été fait par un de nos amis, Romain Caïteux, qui a été un très beau site, on est très content. Vous allez voir qu'il est aussi plus agréable du coup pour voir un peu dans les fonctionnalités. Et enfin sur la question du replay, j'y viens un peu plus tardivement, on aura un peu de post-production. On a enregistré le webinaire et donc on le diffuse sur YouTube. Souvent c'est un peu brut et puis c'est sous réserve qu'on arrive bien à extraire de Teams les presque maintenant de 3 heures de conversation qu'on est en train d'avoir. Mais oui, on a un webinaire qui est prévu. Sachez encore une fois, et Harris et Sarah pour le projet, et moi et Jean-Louis, on est bien sûr à votre disposition pour prendre le temps d'en parler. Si vous avez des sujets sur l'IA, vous voulez montrer ça à vos autorités, à vos maires, on peut venir vous voir. Voilà, c'est une présentation un peu générale, mais on est évidemment à votre disposition pour aller plus loin dans ces discussions-là. Écoutez, on a dépassé, mais pas tant que ça. Une référence germanique, décidément, dans ce webinaire, une rigueur méticuleuse sur les horaires. Rigueur toute germanique, ouais, c'est bien. On a commencé à l'heure, on finit à l'heure, c'est parfait. Merci Nathanaël, merci à l'équipe, merci Emmanuel. Ouais, c'était un chouette webinaire. Écoutez, on va effectivement vous envoyer un petit replay, puis la présentation là,
de l'introduction. Simplement, je ne sais pas, Nathana, j'ai posé la question, mais est-ce qu'on a bien récupéré les mails de tous les participants ou est-ce qu'on va demander à tout le monde d'envoyer un petit formulaire de contact pour demander le replay? Oui, c'est absolument. Donc, non, on récupère pas vos mails. Vous avez vu, vous êtes connecté sans inscription. Si vous voulez, si vous n'avez pas reçu les communications standards qu'on vous envoie, donc l'annonce du webinaire, n'hésitez pas à rajouter votre mail. Ou Frédéric, j'espère que quand même tu étais dans la liste de diffusion. On va vérifier plus qu'ardemment. On est en train de changer de CRM, donc il peut y avoir un peu des ratés. Donc, on envoie à tout le monde, mais si vous n'hésitez pas à mettre un mail. Et surtout, vous verrez sur notre site, vous avez une petite page pour, je crois qu'elle est tout en bas dans le pied de page, pour vous abonner justement à cette newsletter. On a fait pas mal de travail pour voilà, on avait l'ancien CRM, on avait du mal aux extractions, on a bien consolidé tout ça, donc n'hésitez pas à vous réinscrire si vous n'avez pas reçu les mails. Après, le webinaire, il est très intéressant parce que je vois que tout le monde collabore. On reçoit des mails dans la conversation, donc merci à tout le monde pour cette collaboration. On vous enverra des éléments et le replay, comme disait Nathanaël, on va faire quand même un peu de post-production avant de vous mettre le replay en ligne. Vous aurez le lien, mais avec vos mails, on pourra vous communiquer des informations. Voilà. Merci à tous. Jean-Louis, peut-être. Parfait. Merci à tous. Donc voilà, je crois que j'ai plus rien à rajouter. Je vous remercie pour votre participation. Vous voyez qu'il y a eu un gros travail de fait, ça continue. Marche continue d'investir en R&D. Donc là, c'était pour l'année 2024, objectif accompli. Il y a d'autres objectifs en 2025, mais voilà, on va déjà se satisfaire de cela pour cette année. Et puis, on vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour les futures évolutions qui sont déjà plus ou moins en réflexion. Merci à tous. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée. À très bientôt.